3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Aujourd'hui, je vais analyser les 4 premiers huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui se sont passés mardi et mercredi. Pour chaque huitième de finale, je vais analyser ce qui s'est passé, ce qui a été, ce qui n'a pas été pour chaque équipe et analyser le match retour pour essayer de savoir comment est-ce qu'il va se passer et quels sont les enjeux de ce deuxième match. Commençons directement par Leipzig-Liverpool. Alors Leipzig-Liverpool s'est terminé par 0-2 pour Liverpool qui a vraiment été très efficace. En effet, pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'était vraiment un match serré avec des actions des deux côtés, mais Liverpool a profité de deux grossières erreurs défensives de la part de Leipzig pour les mettre au fond et vraiment a fait parler son expérience dans les gros matchs pour s'imposer dans un match qui était pas si simple. En effet, le score ne reflète pas totalement le match. Leipzig était pas mal dans son match, ils ont eu des occasions, mais ils ont quand même commis deux grosses erreurs défensives qui ont permis à Liverpool de marquer 2 goals à l'extérieur, même s'ils étaient en Hongrie du coup dans un stade neutre. Vraiment, Liverpool a pris l'ascendant psychologique sur Leipzig et a réussi à gagner et à s'imposer. Du point de vue de Liverpool, le score paraît quand même très flatteur, 2-0. Ils ont gardé les 0 derrière, ce qui est très bien pour Liverpool, vu leur fébrilité défensive ces derniers temps en Premier League, et aussi surtout avec les blessures qu'ils ont en défense centrale. Du coup, ça c'est vraiment un très bon point pour Liverpool, mais tout n'était pas parfait. En effet, offensivement, ils ont été très efficaces devant le but, et encore une fois, ils ont profité de deux grossières erreurs de Leipzig. Sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué, ça aurait pu être un 0-0, peut-être 1-0 pour Leipzig ou 1-0 pour Liverpool, mais ça aurait été un match beaucoup plus compliqué. Donc tout n'est pas parfait, évidemment, il y a du positif, il y a beaucoup de positifs même, mais ils ne doivent pas se reposer sur ce 2-0, continuer à travailler dur pour redevenir efficaces devant et marquer plus de buts, et surtout sur des occasions construites, et pas attendre les grosses erreurs défensives parce qu'il n'y en aura pas tout le temps. De l'autre côté, Leipzig ne peut que s'en prendre qu'à eux-mêmes. En effet, ils ont fait un bon match, ils n'ont pas réussi à marquer devant, pourtant ils ont eu des occasions, et ils se font punir derrière sur deux grosses erreurs défensives. Ils apprennent le métier, ils prennent de l'expérience, c'est une bonne équipe, solide, mais ce n'est pas encore un mastodonte de l'Europe. Ils sont en train de progresser doucement. Ils ont déjà eu un avant-goût avec le PSG qui leur a mis 3-0 alors que ça ne reflétait pas totalement le match final. Là, c'est la même chose. Ils n'ont pas eu de chance parce que c'était en Hongrie et pas dans leur stade. Ils ont payé cash leurs erreurs. Voilà, ils ont appris au très haut niveau européen. Et je pense que ça va les rendre meilleurs dans les saisons à venir. Pour le match retour, je pense que Liverpool va vraiment gérer à Anfield. Ils vont pas essayer de gagner 3-0, ils vont pas essayer de se faire peur non plus. Mais ils doivent aussi carburer en championnat pour au moins obtenir le top 4. Et du coup, je pense vraiment que ce match retour va être une gestion de Liverpool pour pas trop se fatiguer, mais ne pas se faire peur. Du coup, je vois Liverpool gagner par un but d'écart, 1-0 ou bien 2-1. Mais vraiment, Leipzig a eu sa chance, ne l'a pas saisi et je pense que c'est déjà trop tard pour Leipzig, même si on n'est pas à l'abri d'un rebondissement à Anfield. Passons à Barcelone-PSG. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match des deux côtés. Tout d'abord, je ne pensais pas que Paris allait être si haut, avoir un bloc aussi haut. Les deux derniers goals qu'ils ont marqués étaient en contre-attaque comme je l'avais dit, mais pendant au moins une heure de jeu, ils étaient très hauts, très compacts, à très bien défendre, et ça a vraiment beaucoup gêné le Barcelone. Donc déjà pour ça, bravo au PSG qui a joué le jeu, qui vraiment sans la balle était bien compact, très bien défensivement, et le Barcelone n'a eu que très peu d'occasions. Et de l'autre côté, en attaque, ils ont été chirurgicales. Ils ont eu beaucoup d'occasions et en ont quand même marqué beaucoup. Et Mbappé a été exceptionnel. Commençons par le FC Barcelone pour finir en beauté avec le PSG. Pour le FC Barcelone, c'est vraiment une grosse défaite où rien n'a été, même pas le coaching. En effet, Koeman a essayé quelque chose en mettant Piqué titulaire alors qu'il n'avait plus joué depuis le 21 novembre et aussi Sergio Dest qui n'avait plus joué depuis quelques semaines et ça n'a pas été payant du tout. En effet, sur les deux premiers goals du PSG, Piqué a fait des grossières erreurs et c'est de sa faute. Et aussi, Sergio Dest a beaucoup souffert face à Mbappé et Kurzawa. Mais ce n'est pas que de leur faute. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est une défaite collective où par exemple défensivement Dembélé n'a jamais suivi son latéral et du coup il y avait souvent des 2 contre 1 contre Dest et c'est ce qui amène le premier goal. Ou encore au milieu de terrain, à part De Jong qui a surnagé, Pedri et Busquets ont vraiment été en dessous, que ce soit défensivement ou offensivement. En effet, je pense que le pire de tout ça pour le FC Barcelone, c'est quand ils avaient la balle. Vraiment, ça m'a choqué quand le FC Barcelone avait la balle, surtout à 1-1 ou bien 2-1 pour le PSG. Il n'y avait que De Jong qui se projetait vers l'avant et le reste de l'équipe attendait, était tranquille, comme si le score de 1-1 ou 1-2 pour le PSG était très bien pour eux. J'ai senti assez vite que Messi n'était pas dans un bon jour. Je pense que très vite, il a senti que ça allait très mal se passer pour le Barcelone. Et du coup, il a fait sa part du job, mais sans plus. C'était vraiment un joueur comme un autre et ce n'était pas du tout le Messi qu'on attendait. Pour résumer, je pense que le Barcelone n'a pas retenu les erreurs du passé. En effet, il n'y a pas eu que le 8-2 du Bayern, il y a eu contre Liverpool, contre Rome et même contre la Juve, où pendant 180 minutes, ils n'ont pas marqué un goal contre la Juve. Ça commence vraiment à faire beaucoup pour le Barcelone et je pense qu'ils doivent passer une page et vraiment reconstruire en profondeur.
Les changements de Koeman l'ont un peu montré en sortant Busquets et Piqué. Pour des jeunes, je pense vraiment que le Barcelone doit rentrer dans un processus de plusieurs années pour intégrer les jeunes de la Masia, reconstruire et redevenir une dynastie sur le long terme. Je pense pas que le Barcelone va gagner, que ce soit la Liga ou la Ligue des Champions dans les prochaines années. Ça va être des années compliquées pour le Barcelone et les fans du FC Barcelone, mais je pense que c'est un mal pour un bien pour que sur le long terme, ce club devienne plus sain et retrouve les gloires des années 2000-2010. Et de l'autre côté, on a eu un PSG vraiment exceptionnel qui a tout très bien fait et qui a vraiment joué son match à fond et qui a montré qu'il a passé un cap en Ligue des Champions et qui peut être compté parmi les gros de l'Europe. En effet, pourtant, le match avait plutôt mal commencé pour eux avec un penalty litigieux concédé. Messi qui le transforme. Mené 1-0 au Camp Nou, on aurait pu croire que ça allait mal tourner pour le PSG, mais ils sont restés sereins, ils ont continué à appliquer leur plan de jeu et sur le long terme, ça a très bien fonctionné. En effet, pour moi, c'est vraiment une victoire collective où tout un collectif a très bien fonctionné. Ce n'est pas juste la victoire de Mbappé, même si Mbappé a été exceptionnel. Verratti a aussi été exceptionnel. Sur le premier goal, pour moi, c'est lui qui fait toute la différence avec sa passe en un temps sur Mbappé et qui met Piqué vraiment dans l'erreur. Mais il y a aussi Kurzawa qui a vraiment, selon moi, très bien joué, qui a pris le dos de Dembélé, qui a vu que Dembélé n'allait pas défendre sur lui et du coup, il a abusé des 2 contre 1 contre Dest et ça a très bien fonctionné et c'est lui qui a vraiment créé le déséquilibre. Ensuite, la charnière centrale de PSG a très bien fonctionné. Ils ont muselé Messi, qui a juste eu son penalty pour marquer, mais sinon on n'a pas beaucoup vu Messi. Kimpembe a encore fait un très gros travail sur Messi et c'est tout à son honneur. Et enfin, les deux pare-chocs ont vraiment très bien joué. Higuaín a quand même pris des risques parce qu'il a eu une jaune très rapidement, il a continué à faire des fautes et il aurait pu se prendre une deuxième jaune déjà en première mi-temps. Heureusement que l'arbitre était clément, mais Paredes a vraiment fait son rôle de distributeur et tout était bien huilé, tout le monde avait son poste et je pense que c'est vraiment une équipe du Paris Saint-Germain cohérente. Et en plus de ça, si on doit rajouter Di Maria et Neymar, ça peut vraiment être une équipe exceptionnelle. Et je pense vraiment qu'en ajoutant Neymar et Di Maria, ça ne va pas trop déséquilibrer cette équipe et qu'elle pourra vraiment faire mal à toutes les équipes en Europe. Évidemment, pour le match retour, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Je pense que le FC Barcelone doit dès maintenant penser à son avenir et du coup faire jouer les jeunes, quitte à se prendre une claque au Paris Saint-Germain. Mais comme ça, les jeunes prennent de l'expérience en Europe et voient vraiment le très haut niveau et à quel niveau les jeunes doivent atteindre dans les prochaines années. Et de l'autre côté, le PSG, il va faire le job, ils vont pas vouloir se faire peur. Du coup, ça va être une équipe solide du PSG, je pense, au Parc des Princes, même s'ils vont être quand même focalisés sur la Ligue 1 pour revenir en tête de la Ligue 1 et gagner cette Ligue 1. Passons directement au match de mercredi et directement à la surprise Porto-Juventus. En effet, je voyais la Juventus s'imposer facilement et au contraire, ils ont perdu. Et plus que ça, ils ne m'ont pas donné une impression de domination. En effet, c'était un petit match de la Juventus de terrain et c'est assez logique qu'ils aient perdu ce match. Commençons directement par analyser cette Juve. Vraiment, le jeu était lent, sans appel de balle, sans ballon et sans accélération avec ballon. Franchement, c'était un jeu tranquille. On avait l'impression qu'ils devaient juste gérer ce match alors qu'ils ont encaissé un goal dès la première minute et qu'ils devaient marquer ce goal à l'extérieur pour se rassurer. Donc vraiment, avec ballon, c'était vraiment délicat pour la Juventus de terrain. Et je pense que Ronaldo était beaucoup trop bas. Ronaldo était très bon dans cette position il y a quelques années, mais maintenant plus il vieillit, plus il est efficace dans la surface de réparation en tant que vrai numéro 9. C'est un vrai buteur et plus vraiment un déclencheur d'action. Évidemment, il sait le faire, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, évidemment, qui sait faire des passes exceptionnelles et des dribbles exceptionnels. Mais avec l'âge, il est devenu de plus en plus un véritable attaquant, un véritable serial buteur. Et je pense que sa meilleure place est la place de numéro 9 dans la surface. Et dans cette position, il fera le plus grand bien à cette Juve. Mais heureusement pour cette Juve, elle a quand même marqué un goal qui fera sans doute la différence au match retour, car là, elle est quand même en position plus ou moins favorable pour gagner ce huitième de finale. En effet, au match retour, ils devront juste gagner, ce qui est totalement faisable pour la Juventus de terrain à la Juve. En effet, même s'ils ont perdu 2-1, les 2 goals qu'ils se prennent, c'est vraiment parce qu'ils sont à froid, c'est vraiment un manque de concentration et pas juste le fait qu'ils soient moins bons. En effet, je pense qu'ils sont vraiment supérieurs à cette équipe de Porto. Porto a super bien joué le coup, ils se sont fait prendre à froid, et à part ces 2 goals, ils ont certes concédé des occasions qu'ils ne devraient pas concéder, mais défensivement, à part ces 2 goals prématurés, la Juventus peut vraiment être confiante pour le match retour. De l'autre côté, on a Porto qui a vraiment fait son match, qui tactiquement était très bien en place, partir en contre. Le scénario était parfait pour eux en marquant très vite, comme ça ils pouvaient rester derrière et partir en contre-attaque, ce qu'ils ont très bien fait, sauf sur le goal où pour moi ils sont déjà un peu trop haut alors qu'il reste plus que 10 minutes à jouer. Mais c'est tout à leur honneur de vouloir jouer haut, de ne pas vouloir trop subir, et ça a quand même fonctionné pendant la majorité du temps. Je pense qu'à la Juve, ils vont continuer à jouer comme ça et pourront poser des problèmes à cette équipe de la vieille dame. Pour le match retour, je pense vraiment que la vieille dame voudra gagner ce match et gagnera ce match. En effet, la saison passée, ils étaient dans une situation similaire contre Lyon où ils devaient gagner à domicile et ils n'ont pas réussi à le faire. Je pense vraiment que cette année, ils vont prendre leur revanche, ils vont tout donner pour ce match retour parce que ce serait vraiment une faute professionnelle de perdre 2 fois en huitième de finale contre des équipes bien inférieures à eux.
Donc je pense vraiment que la Juve va gagner et par plus d'un goal d'écart. Comme ça, elle va vraiment se mettre à l'abri. Porto peut poser des problèmes en contre-attaque, mais leurs 2 goals, c'est quand même 2 goals évitables pour la Juventus du Turin. Je pense qu'au match retour, Pirlo va vraiment mettre l'accent dessus et va faire mieux tourner cette Juve qui faisait peine à voir hier. Passons au dernier match, Séville-Dortmund. Vraiment un match exceptionnel qui a vraiment été de mille feux et qui a été dans tous les sens. En effet, le score final 2-3 pour Dortmund était un score vraiment qui reflète la rencontre où Dortmund a réussi à emballer les 7 premières mi-temps et a marqué 3 goals en une mi-temps. Du point de vue de Séville, ils se sont vraiment fait battre tactiquement parce qu'ils ont eu la possession, ils ont eu les occasions, mais Dortmund a vraiment été efficace et chirurgical en contre-attaque et ils n'ont eu que très peu d'occasions par rapport à leur possession de balle. En effet, leur deuxième goal qui marque, c'est sur phase arrêtée, ça veut tout dire. C'est vraiment qu'ils avaient beaucoup de mal dans le jeu et qu'ils se sont remis aux phases arrêtées. Mais tout n'est pas noir pour Séville. En effet, en première mi-temps, ils prennent 3 goals, ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, ils en prennent aucun. Ils ont réussi à s'adapter pour ne pas trop se découvrir et pas prendre trop de contre-attaques de Dortmund. Alors qu'en deuxième mi-temps, ils devaient quand même marquer des goals, du coup ils se sont découverts et je pense que ça peut être une des clés pour le match retour. De l'autre côté, Dortmund a joué vraiment parfaitement. Ils ont pris un goal assez rapidement, mais ils ne se sont pas affolés. Ils ont appliqué leur plan de jeu de défendre assez bas et puis de partir en contre avec Sancho et Alan qui sont très rapides et qui ont fait très mal à Séville. Leur troisième goal explique vraiment toute leur mentalité de défendre. Et puis en un seul coup, à un moment précis, ils font un pressing offensif vers l'avant, ils récupèrent cette balle et en 2 passes, ils sont en face à face avec le gardien et ils finissent. Donc le match retour va quand même être très intéressant. Je pense que Séville n'a pas dit son dernier mot. Séville devra gagner par 2 buts d'écart certes, mais ils en sont capables. En effet, Dortmund n'est pas infaillible, Dortmund prend des goals, mais la force de Dortmund c'est qu'ils en marquent aussi et c'est là où tout le challenge va être pour Séville. Ce sera de marquer des goals sans en prendre. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à un peu combler cette lacune pour ne pas prendre de but en deuxième mi-temps. Ils devront le faire sur tout un match en entier et canaliser Sancho et Haaland, sans oublier le reste offensif de l'équipe de Dortmund qui est vraiment très fort. Vraiment, ça va être un match très intéressant. Je pense que Dortmund va faire le travail à domicile pour enfin passer ses huitièmes de finale et aller en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais une surprise n'est pas à exclure parce que je pense vraiment Séville capable de faire la différence à Dortmund. Du coup, ça va vraiment être un match indécis et j'ai hâte d'être dans 3 semaines pour voir ce match. Voilà, en conclusion, je peux dire que le FC Barcelone et la Juve m'ont vraiment déçu au niveau du jeu. Ils se sont fait punir. La Juve a encore une chance de passer en quart de finale, alors que pour moi, le FC Barcelone, c'est déjà fini et ils m'ont vraiment déçu. Inversement, Paris m'a vraiment impressionné, a été très efficace, a été une très bonne équipe. Et avec cette performance, je les vois dans les favoris de cette Ligue des Champions. Ensuite, il y a Porto et Leipzig qui n'ont pas été démérités, mais ce ne sont pas des mastodontes de l'Europe et ça se voit, ils n'ont pas encore l'expérience. Et ils se sont fait avoir à l'expérience et le match retour va être très compliqué pour les deux équipes, même si Porto a gagné. Et ensuite, il y aura le match Dortmund-Séville à Dortmund qui va vraiment être très alléchant. J'ai hâte d'être à ce match et de voir comment Séville va essayer de retourner cette situation qui est quand même mal embarquée pour eux. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, de le faire savoir en commentaire et de t'abonner à ma chaîne YouTube. En plus, si tu veux d'autres informations sur le sport, va voir mon compte Instagram Sport Focus pour plus d'analyses sportives. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.